Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin, de nous retrouver ici à l'Opéra-Restaurant de Paris et de nous suivre sur nos télés, internet, hashtag Contrepoint Santé avec Philippe Leduc, Renaud Degas, Françoise Millet et toutes les équipes des Contrepoints de la Santé. Nous vous adressons à toutes et à tous nos meilleurs vœux de bonne année. Grâce à nos programmes, nous resterons avec vous cette année en 2019, nous l'espérons, grâce à des programmes concoctés et qui seront brillants comme ce matin, nous l'espérons en tout cas, avec nos deux invités, un médecin, le docteur Jacques Battistoni. Vous êtes le président de MG France, vous êtes médecin à Caen, près de Caen, à If. Voilà, juste dans l'agglomération de Caen. Très bien, et également le président pharmacien de l'USPO, Gilles Bonnefond. Vous êtes président de l'USPO depuis longtemps, depuis une dizaine d'années à peu près, et vous êtes pharmacien dans le centre historique de Montélimar, la grande capitale des nougats. Nous sommes heureux de vous avoir l'un et l'autre. Nous allons dialoguer avec Philippe et Renaud, notamment sur les questions d'accès aux soins et sur les questions fondamentales de coordination des professionnels pour mieux prendre en charge les malades. Depuis de nombreuses années, on se rend compte que c'est là que le bas blesse, que les pouvoirs publics prônent sur le sujet ce que Philippe aime beaucoup, la révolution, nous dit-il. Vous me direz que c'est une habitude dans notre pays depuis quelques semaines que les Français aiment bien la révolution, hein, Philippe? Donc vous aussi? Absolument, on va voir si c'est une révolution. En réalité, l'amélioration des soins de proximité dans les territoires sont devenus effectivement une priorité et nous allons beaucoup parler de télémédecine, d'assistants médicaux, d'hôpitaux de proximité, mais également de CPTS. CPTS, Philippe? Communauté professionnelle territoriale de santé. Est-ce que les médecins et les pharmaciens relèveront les défis enfin? Merci à nos partenaires de nous confirmer leur fidélité en 2019 par leur présence à nos côtés. Je remercie tout particulièrement BVA, Carte Blanche, le groupe Pasteur Mutualité, son président est là, MSD, Point Vision, le président est également là, et CARE, ils sont également là avec nous ce matin. Philippe, première question. Première question. Pascal l'a dit, l'organisation des soins primaires est capitale pour l'accès aux soins. Mieux prendre en charge le tsunami des pathologies chroniques et désengorger les urgences hospitalières et donc les hôpitaux. Alors, Jacques Battistoni et Gilles Bonnefond, au-delà de vos chapelles, de vos syndicats, au-delà de propos corporatifs, je dirais, est-ce que vous pensez que cette fois c'est la bonne? Est-ce que les professionnels de santé vont répondre présent ou bien aucune nouvelle fois l'inertie, l'isolationnisme vont prévaloir? La ministre a dit hier, les Français n'ont pas accès sur le territoire, sur tout le territoire, à des soins, tout simplement. Et la santé, pour les Français, c'est un service public, alors que les professionnels de santé sont soit libéraux, soit indépendants. Et il faut rapprocher ces deux visions, service public, libéral. Est-ce que ça va être enfin possible? Donc, première question d'ordre un peu général. Est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne? Après, on verra avec Pascal les CPTS, les délégations de tâches et transferts de tâches, la télémédecine et le télésoin, nouveaux concepts, et puis aussi l'hôpital de proximité et le numérique. Mais est-ce que cette fois-ci, c'est la bonne pour organiser, structurer, comme dirait la ministre, les soins de proximité pour faciliter l'accès et la coordination des soins? Question simple, réponse. Réponse simple. Est-ce que c'est la bonne? Moi, c'est la question que j'ai posée aux gens de mon syndicat en leur offrant mes vœux cette année, en leur disant, écoutez, j'ai peut-être l'impression que cette année, effectivement, sera la bonne, qu'il y a des éléments qui permettent de penser qu'on a, effectivement, cette année, une convergence des intérêts, des besoins aussi, des demandes qui fait qu'il y a des chances d'aboutir. Ce qui nous donne aussi
à penser que ça puisse aboutir, c'est la notion d'une négociation conventionnelle qui vient de s'ouvrir, avec un intérêt probablement pour les professionnels à agir, mais je crois que c'est ça qui est en jeu finalement. Est-ce que les professionnels de santé, qui sont, comme Philippe vient de le dire, des professionnels qui ont d'abord un exercice individuel, qui sont des professionnels de santé libéraux, vont arriver à prendre en compte cette dimension collective? On n'est plus des professionnels tout seuls, on a aussi une responsabilité par rapport à la cité, par rapport à la population. Donc prendre en charge cette responsabilité populationnelle sur un territoire, c'est tout l'enjeu de la négociation conventionnelle à venir, mais on va y revenir. Gilles Bonnefond, alors est-ce que vous êtes aussi optimiste? Enfin, en tout cas, nous, on a anticipé. On a anticipé puisqu'on a préparé la profession à une véritable réforme qui a démarré l'année dernière, une grosse évolution, une évolution du mode de rémunération qui est la chose la plus sensible pour un syndicaliste, de prendre un risque de modifier le mode de rémunération. On va diminuer la marge commerciale par 4 en 3 ans et la transformer en honoraire, en acte de dispensation. Donc on est sur une véritable stratégie de rapprochement du patient et de se dégager de l'aspect commercial de notre métier. Mais la relation avec les autres professionnels, est-ce que... au niveau de toute la profession des professionnels de santé? La seconde partie, au-delà du mode de rémunération, c'est l'évolution du métier, c'est-à-dire l'accompagnement du patient, relever le défi de la prévention du dépistage, relever le défi de la sortie hospitalière, qui sont des enjeux qui sont devant nous, puisque les modes d'intervention au niveau de l'hôpital évoluent, on sort plutôt de l'hôpital, donc il y a des soins post-opératoires à organiser à domicile. Donc on a préparé la profession à cette évolution. Donc nous, on est prêts, bien sûr, à être en collaboration sur les territoires. Vous savez, le territoire, ce n'est pas compliqué, hein. Il faut faire la photo du territoire. Quelle population, quelle offre de soins est disponible? À partir de là, on s'organise pour relever le défi de l'organisation des soins pour la population qui est sur ce territoire, pour pas qu'elle soit obligée de partir parce que les soins ne sont pas disponibles. Donc c'est ça qu'il faut organiser, et les réponses seront différentes d'un territoire à l'autre. Le tout, c'est d'avoir un cadre vous permettant de le faire, et ensuite, petit à petit, d'évoluer sur chaque territoire les relations entre professionnels de santé, le défi de la sortie. Oui, vous imaginez bien que l'on va rentrer dans les détails. Mais franchement, l'état d'esprit, selon vous, dans vos deux populations, a changé? Vous dites les pharmaciens, on les a préparés, ils sont prêts, franchement, et les médecins, ils sont prêts? Les médecins, la question fondamentale, c'est de motiver les médecins, en particulier, pour rentrer... Qu'est-ce que c'est qui les motive aujourd'hui? À mon avis, qu'est-ce qui c'est qui les motiverait à réussir? Ouais. En fait, il y a deux formes de motivation. Il y a une motivation altruiste. Pour la population, il est bien que les soins soient organisés sur les territoires. Il est bien qu'ils aient une réponse à toute heure de la journée à une demande de soins non programmés. Ça, c'est une motivation altruiste. Enfin, ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Hein. On en est loin. Mais voilà. Mais l'altruisme, je ne sais pas si c'est le moteur suffisant pour enclencher une révolution à l'échelle d'une profession. Donc, je crois qu'il faut aussi des motivations internes, je dirais propres aux professionnels, qui font qu'à travers ces organisations, ils vont aussi eux-mêmes avoir un intérêt à agir. Je prends un exemple. En cas de les demandes de soins non programmés, la population, elle attend d'avoir une réponse à ces demandes. Elle attend de pouvoir savoir qui appeler, si elle appelle à 10h du matin, que le médecin généraliste, le médecin traitant, n'est pas disponible. Les soins non programmés, c'est les urgences en ville, en fait. Hein. Oui, on appelle ça, dans la journée. Urgence relative, voilà. Mais c'est dans la journée, je veux dire. Mais c'est dans la journée. C'est ce qu'on appelle aussi la continuité des soins. L'organiser, c'est un bénéfice pour la population, mais l'organiser, c'est aussi un bénéfice pour le professionnel lui-même. C'est parce qu'on arrive à lui montrer que ça va lui permettre de travailler plus facilement qu'il va avoir envie de se motiver. Si aujourd'hui, je sais que je peux me libérer, je peux venir ailleurs parce qu'il y a une organisation qui permet de prendre en charge mes patients, je suis plus tranquille. J'ai un meilleur exercice. Alors, on arrive directement dans les CPTS. Hein, c'est le but des CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Je suis arrivé 2 fois de suite. Alors, comment vous voyez l'organisation des 1000 CPTS pour 2022 Donc, une fois de plus, les professionnels sont-ils prêts? Quelle dynamique? Quel type de structure pour fédérer et coordonner les professionnels? Tous les professionnels, ça fait beaucoup. Qui précisément rédigera le projet de santé territoriale et qui gérera cette CPTS? Sur quelle structure? Votre vision, oui, Pascal. Et redisons que vous rentrez en négociation avec, actuellement dans une convention spécifique, hein, quasiment, sur ce sujet-là. Dans quel état d'esprit? Les médecins y vont, les pharmaciens aussi, tous les professionnels de santé. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Alors concrètement, Gilles, peut-être pour alterner. Pour nous, l'objectif, c'est tous les pharmaciens dans toutes les CPTS. Il n'y a pas un pharmacien qui doit manquer à l'appel, il doit être présent sur les CPTS. Nous, on a la chance d'être sur les territoires.
on n'a pas de désert pharmaceutique, et donc on doit participer à l'organisation sur les territoires pour justement répondre en proximité aux besoins des patients. Donc objectif, tous les pharmaciens dans toutes les CPTS qui vont se construire. Après les CPTS, il ne faut pas que ce soit un sigle qu'on a du mal parfois à prononcer. Contrepoint de la santé, c'est mieux que CPTS. C'est CPS. Joli, Hein, joli. Après, il faut s'y mettre du contenu. Pour y mettre du contenu, il faut trouver des sujets fédérateurs entre professionnels de santé pour que l'on puisse commencer à travailler en coordination. Et un des sujets qui peut être fédérateur, qui va au-delà des médecins, pharmaciens, il y a les infirmiers, les kinés, les sages-femmes, et l'hôpital, c'est comment j'organise la sortie hospitalière. Jusqu'à maintenant, l'HAS s'est intéressé à un sujet, la lettre de liaison entre l'hôpital et le médecin, savoir s'il arrivait à 10 jours ou à 3 jours. Vachement intéressant, sauf que quand un patient sort de l'hôpital, qui c'est qui est à la manœuvre en premier? C'est le pharmacien. Et après, c'est l'infirmière, puisque si on n'a pas de médicaments ou on n'a pas de pansement, de toute manière, l'infirmière ne peut rien faire. Gilles Bonnefond, Donc, avant de voir l'intérêt, c'est qui va prendre l'initiative de réunir tous les professionnels de santé sur un territoire? Quelle structure? Ça va être le médecin, ça va être le pharmacien, ça va être un chef de projet mandaté par l'ARS. Concrètement, comment ça va se mettre en place? Ouais, moi, j'en ai visité une récemment dans le Paris 13e 13. avec la ministre de la Santé. Oui, ça avait l'air, mais enfin, c'est un petit truc. Encore. Hector Falcoff, 13e arrondissement, effectivement, une initiative des professionnels. C'est ça avant tout. Hein. Mais maintenant, on change de vitesse. Alors, concrètement, comment ça va se mettre en place? Est-ce que c'est une structure juridique? Il va y avoir un chef, à tout le moins un coordonnateur. Ça va être vous? Ça va être vous? Qui? Alors, une CPTS, c'est grosso modo 50 000 à 100 000 habitants, 50 000 à peu près. C'est deux choses à faire. La première, enfin, deux choses principales. La première chose, c'est donner un visage aux soins de ville. Et ça, c'est fondamental. On voit bien que l'hôpital aujourd'hui, s'il a des difficultés à s'organiser, avec nous, c'est parce qu'il n'a pas d'interlocuteur. Donc la CPTS, c'est un interlocuteur. C'est un interlocuteur pour la population, c'est un interlocuteur pour l'hôpital. C'est quoi la CPTS? Alors la CPTS, concrètement, moi je vais voir la CPTS, je vais voir qui? C'est une association, en fait. D'abord, c'est une association. Statut juridique d'association? Ouais, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, une association 1901, ça peut marcher pour une CPTS. Donc on va prendre cette association, c'est facile. C'est l'initiative des professionnels. Excusez-moi, je vous coupe. Le responsable que nous avons rencontré dans le 13e arrondissement, c'est une des CPTS importantes en France, nous disait qu'il fallait faire a dit à la ministre plutôt, a dit qu'il fallait sans doute modifier le statut juridique. Le statut juridique. Oui, oui. Enfin, c'est un peu encore en débat. Poursuivez. C'est un débat. À mon avis, c'est pas la question prioritaire. Donc, première mission, donner un visage. Deuxième mission, donner des moyens. Donner des moyens, c'est pour nous permettre Attendez, de faire Jacques, Baptiste, on n'a pas compris encore. C'est un visage, mais c'est une structure, une association, mais qui? Qui dans l'association? Qui va être le chef, le coordonnateur? Alors, donc c'est une association. Comme toute association, elle est liée à un conseil d'administration. Et le conseil d'administration, il désigne un président, un vice-président, tout ça. Donc c'est sur la bonne volonté de chacun. Ce sont des élus, des professionnels de santé. Et c'est sur l'initiative des professionnels du territoire. Ça n'est pas sur l'initiative de l'ARS, ça n'est pas sur l'initiative des autres acteurs de santé qui ont aussi leur rôle, mais qui sont des partenaires de la CPTS. Et qui donnent de l'argent quand même. L'ARS notamment. Ou l'assurance maladie. L'assurance maladie. L'objet de la négociation, c'est que l'assurance maladie finance. Oui, c'est ça. Voilà. Alors Gilles, même regard, vous pensez que ça va fédérer tous les professionnels sur le territoire? Enfin, pour moi, c'est obligatoire, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler... Avec vous, on rigole pas, c'est obligatoire. Non, mais c'est obligatoire, parce qu'on a un enjeu qui est majeur, qui est la réponse à donner aux patients. Et si on n'est pas organisé, ça devient compliqué, parce que les patients sont de plus en plus âgés, de plus en plus complexes, et il faut les traiter. Et si on n'est pas organisé, on n'arrive pas à les traiter, et en plus on perd du temps médical, du temps pharmaceutique, du temps infirmier, tout simplement parce que tout le monde court avec un manque d'informations. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché, donc le fait que ça va marcher aujourd'hui, c'est la volonté des pouvoirs publics? C'est en tout cas la volonté, c'est le défi qui est devant nous. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'arrive plus à s'organiser. Le temps médical est devenu rare. Sur les territoires, tout le monde court. L'infirmière court partout et elle n'arrive pas à gérer son boulot. Nous, on est sollicités, on est désorganisés, un manque de communication. De toute manière, on a un véritable défi devant nous à gérer. Et les libéraux, c'est pas parce qu'on a un statut libéral qu'on n'est pas capable de s'organiser entre libéraux. Alors effectivement, c'est à l'initiative. Alors parfois c'est un médecin, parfois c'est un kiné, parfois c'est un infirmier qui est président de la CPTS, parfois c'est un pharmacien. On voit des initiatives. Et celui qui a envie de s'investir pour prendre un petit peu de temps, là, hier j'étais en discussion avec une CPTS du côté de Grenoble,
Voilà, au début c'était un médecin, maintenant c'est un... Il sera rémunéré, ce coordonnateur? Alors, oui, ils ont un budget de fonctionnement de la CPTS qui est prévu. Mais moi je dirais que ça, c'est un point. Alors après, il faut des facilitateurs. Alors on ne peut pas toujours compter sur les militants, les personnes qui s'investissent pendant 2 ans, qui s'épuisent au bout de 2 ans. Je vous coupe simplement. Le président, parce que c'est intéressant, c'est tout à fait expérimental. Le président, il l'a dit officiellement, du 13e, c'est 700 €. Oui, de la CPTS. Il nous a dit recevoir 700 €. Voilà. Mais Donc c'est une vraie révolution quand même, Pascal. Tu vois que vraiment, là, on arrive à un changement d'organisation de la médecine de proximité fort. Vous y croyez et vous allez y travailler. Oui. Oui, on va y travailler en tout cas, certainement, c'est sûr. Non, il faut. Nous, on n'est pas à convaincre. Par contre, l'enjeu, c'est de convaincre nos collègues. C'est ce dont on parle. Eh oui. Alors, AMG France, ils sont peut-être un peu sensibles à ce genre de choses. Est-ce que dans les autres syndicats, c'est comme ça? Ils sont aussi enthousiastes que vous? Vos confrères, indépendamment. Ouais. Alors, en fait, on a rencontré pratiquement tout le monde. Hein. Gilles, c'est un des derniers, on doit se rencontrer et reparler de ça. On a rencontré tout le monde à l'occasion de ça. Il y a de la pédagogie à faire. Il y a des gens à comprendre. Ce qui me frappe quand même, c'est la volonté. Je n'ai pas vu aucun syndicat dire les CPTS, c'est nul, les CPTS, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ils nous disent tous, les CPTS, les professionnels ne les connaissent pas. Donc l'enjeu pour nous, le défi, il est là, c'est de montrer qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça peut améliorer. C'est notre boulot, effectivement. Oui, et même le nôtre. Voilà. Mais entre professionnels de santé, il y a quand même de plus en plus un consensus sur la nécessité de s'organiser. Qu'est-ce que vous allez demander à M. Revel tout à l'heure ou demain, ou vous l'avez déjà d'ailleurs rencontré? Vous demandez quoi? De l'argent, des moyens? Comment ça va se passer? Voilà, on lui demande de financer les moyens, ce que je disais tout à l'heure. Combien? Alors, ça va varier, hein, mais il faut une montée en charge progressive. Moi, j'ai envie de dire aussi, il faut financer d'abord la structure minimale. La structure minimale, elle a été chiffrée dans le rapport de l'IGAS, c'est 100-150 000 € par an. Mais là, avec ça, on est sur la structure simplement. Après, il faut monter en charge. Donc nous, on demande que les missions qu'on va réaliser, entre nous, ensemble, elles soient financées, et elles soient financées dans le droit commun par l'assurance maladie. Parce qu'aujourd'hui, une CPTS, quand elle veut faire quelque chose, elle frappe à la porte de l'ARS et elle commence à négocier. Et les professionnels de santé, quand on leur dit, vous allez négocier, vous allez faire un projet, on va vous le retoquer, on va vous dire, changez la ligne et refaites-le, ils disent, c'est pas mon boulot, j'ai pas le temps de le faire, etc. L'intérêt de la négociation, c'est de dire, dès lors que vous faites ça, vous êtes dans le droit commun, vous avez un financement, je dirais, logique. 1000 CPTS à 100 000 €, ça fait 100 millions, c'est ça? Ouais, 100 millions? Donc c'est pas, je ne me trompe pas de zéro. Hein. Donc c'est pas énorme. Ce qu'il faut comprendre sous votre autorité, c'est qu'en fait, c'est pas le patient qui va aller dans une CPTS. Hein. Une CPTS, elle est adossée à d'autres professionnels de santé. Hein. Non, organise les professionnels de santé, c'est ça? Oui, c'est entre professionnels de santé. Oui, et puis j'ai un problème pour trouver un médecin dans mon territoire, j'appelle pas la CPTS. Ouais, je crois. Prenons un exemple. Revenons sur les demandes de soins non programmés. On constate que sur son territoire, il y a un problème. Il faut organiser une consultation. On appelle ça une maison médicale de garde dans la journée. La CPTS, elle va demander des moyens pour 2 choses. Rémunérer les astreintes des professionnels, rémunérer une réponse téléphonique avec un numéro d'appel, pourquoi pas le 116-117, hein, auquel on tient parce que c'est un élément d'éducation de la population, on leur dit voilà le numéro que vous pouvez appeler. Donc on rémunère la réponse à l'appel téléphonique qui va dispatcher les retours et une astreinte, voire une organisation dans une maison médicale de garde qui va rémunérer les professionnels qui travaillent dedans. Donc la CPTS, ce n'est pas un endroit où les gens vont frapper, mais par contre, c'est les moyens qui vont leur permettre de leur dire comment faire. Je suis désolé de vous poser cette question, mais s'il y a demain un dysfonctionnement dans une CPTS, c'était quand même la question un peu du statut juridique. Comment ça va marcher? Simplement, je voulais répondre à ta question. Qu'est-ce qui va motiver les professionnels de santé? C'est d'avoir un exercice beaucoup plus coordonné, beaucoup plus confortable que ce que l'on a aujourd'hui, de répondre aux attentes des patients, parce que les médecins qui disent « moi aujourd'hui je ne peux plus prendre de nouveaux patients », c'est terrible comme situation et les médecins le vivent mal. Ils sont malheureux de se retrouver dans cette situation en disant « je ne peux plus prendre de nouveaux patients ». Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'organise justement pour mieux répartir à la fois l'organisation du nombre de médecins traitants disponibles, mais également les soins non programmés. Donc cette organisation elle est indispensable. Mais ce qui fera vraiment fonctionner la CPTS, pour pas que ce soit un souvenir et un sigle comme les autres, c'est est-ce qu'on a été capable, là, de motiver sur des projets communs
des défis d'organisation et de prise en charge. Alors justement, Gilles, il y a des missions SOC qui ont été proposées par l'assurance maladie, c'est accès aux médecins traitants. Aujourd'hui, on a parfois du mal à avoir un médecin traitant. Soins non programmés, c'est-à-dire les urgences, les petites urgences dans la journée, et coordination des soins. Alors, qui va rédiger le projet de santé territoriale? C'est le patron de la... C'est les professionnels eux-mêmes. Dans la CPTS, c'est ça? De la CPTS. D'accord. Si je puis me permettre, rêvons un peu. Essayons de donner un peu l'image de ce que ça peut être. Je suis un habitant, j'arrive dans un territoire donné, dans un bassin de vie, sur le territoire de ma CPTS. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Je ne vais pas aller frapper à la porte, comme on l'a dit tout à l'heure. Par contre, j'ai un mode d'emploi. Je sais, parce que j'habite à tel endroit, que je cherche un médecin traitant. J'ai un numéro de téléphone, on va me trouver un médecin traitant. J'ai besoin d'une consultation dans la journée, on m'indique mon médecin traitant, il n'est pas là, on me donne une solution alternative. J'ai besoin d'avoir, pour mon père qui habite à côté de moi par exemple, âgé, d'aller dans un EHPAD, on va me trouver un coordinateur qui va me mettre en lien avec les services concernés. On offre des services à la population du territoire et on lui donne ce mode d'emploi du système de santé territorial. Pascal, si vous arrive quelque chose, j'ai compris. C'est une vraie révolution quand même. Mais s'il vous arrive quelque chose, j'ai compris. Je m'occuperai de vous. On va parler de notre sondage qu'on fait chaque mois Odile et qu'on a regroupé. On a déjà BVA, posé Odile Pexotto notre partenaire de BVA. De BVA qui va bien souligner l'importance dans l'esprit des Français des soins de proximité. Oui, donc on n'a pas fait un sondage ce mois-ci parce qu'on avait beaucoup d'éléments concernant le thème d'aujourd'hui dans le sondage qu'on avait fait en décembre 2018. Lors de notre dernière enquête, donc en décembre 2018, on voit que le développement des soins de proximité, c'était pas forcément la mesure la plus visible par les Français, puisqu'il y avait seulement 67% des Français qui disaient ben oui, le gouvernement a mis en place ou travaille au développement de soins de proximité. Par contre, c'était de loin la première mesure attendue, puisque c'était la priorité pour 77% des Français. Donc c'est clairement une attente, et en plus on l'a vu tout au long de 2018 au cours de nos différents sondages, dès juin 2018, avant le plan santé 2022, lorsque le plan santé 2022 est sorti, on voit que cette demande de soins de proximité est très importante. Alors pourquoi? Parce que effectivement, 60% des Français nous ont dit avoir rencontré des problèmes et des difficultés avec le système de santé en 2018. Le premier problème pour 43%, c'est trouver un spécialiste, avoir une consultation avec un spécialiste. Et il y a quand même 17% des Français qui nous ont dit avoir des difficultés pour trouver un médecin traitant. Ce qui est quand même près d'un Français sur deux, c'est loin d'être négligeable. Donc on comprend cette attente. Effectivement, les CPTS, ça peut correspondre aux attentes, en sachant que si on creuse un petit peu, il faut qu'elles allient deux choses, et ça a été très bien dit par nos intervenants, à la fois les atouts d'une médecine moderne, ils veulent avoir des appareils d'imagerie, la possibilité d'avoir un rendez-vous rapidement, etc., mais aussi, c'est ce que vous appeliez le visage, une dimension humaine, pour pouvoir se raccrocher à des gens qui connaissent, avec qui ils construisent une relation. Donc ça serait quand même des atouts fondamentaux. En ce qui concerne la délégation de tâches, le sondage disait qu'en fait, il y avait 78% des Français qui avaient entendu parler de ces délégations de tâches aux pharmaciens, dont on sait ça a été expérimenté en 2018 sur la vaccination dans certaines régions, et 68% jugeaient que cette mesure était efficace. Donc il n'y a pas du tout, il y a plutôt une attente favorable et un accueil favorable à la possibilité pour les pharmaciens de faire certains actes médicaux. Dernier point, les nouvelles technologies ne sont pas considérées par nos concitoyens comme des attentes clés pour faire évoluer le système de santé, mais des must-have. C'est-à-dire, c'est un peu, voilà, ils l'utilisent tous les jours pour tout un tas de services. Donc, ils souhaitent tout simplement que la téléconsultation, oui, c'est tout à fait normal que ça arrive, que prendre un rendez-vous sur une plateforme pour avoir un rendez-vous avec un médecin, ça soit facile, comme pour tout un tas d'autres services finalement. Voilà. Merci Odile. Ça commence à s'installer quand même. On voit que ça commence à s'installer. Pascal, est-ce qu'il dit... 29% aujourd'hui des Français prennent rendez-vous via ces plateformes.
tandis que les médecins pensent qu'ils ne sont que 10% à le faire. Oui, c'est intéressant. Pascal, qui dit soins de proximité, dit coordination des soins, et on arrive très rapidement à la délégation de tâches si on veut vraiment que tous les professionnels sur un territoire travaillent ensemble. Alors, ça pose quelques problèmes. On a vu que les médecins n'étaient pas tout à fait d'accord pour la vaccination par les pharmaciens, pour la prescription encore moins. Est-ce qu'il ne faut pas aller un peu plus loin? Est-ce que les esprits sont prêts ou est-ce que les esprits sont toujours bloqués? En Écosse, par exemple, les pharmaciens prescrivent des médicaments pour l'acné, l'eczéma, la diarrhée, la constipation, les hémorroïdes, les maux de tête et d'oreilles et de dos, les douleurs menstruelles, c'est les règles, la congestion nasale, les boutons de fièvre. Donc est-ce qu'on ne faut pas bouger là aussi, faire un peu plus de délégation aux infirmiers aussi, qui pourraient peut-être prescrire des examens biologiques? Alors, les médecins sont un peu sur, non pas leurs égaux, mais sur leurs réserves. Vous sentez que Philippe est très concerné. Hein, par l'eczéma, non. Est-ce qu'on peut avancer réellement ou est-ce que chacun va rester... Soyons clairs, on en parle quand même depuis longtemps de tout ça. Oui. Alors, les pharmaciens, vous êtes prêts, mais les pharmaciens... Je crois qu'on avait même déjà peut-être interrogé Gilles Bonnefond du temps de Roselyne Bachelot. Oui, tu remontes à longtemps là. Non, c'est vrai qu'il y a une évolution, mais cette évolution, elle ne peut pas se faire s'il n'y a pas une coordination et éventuellement une évolution des modes de rémunération des uns et des autres. Parce que de dire à un certain moment, le premier recours, ça peut être délégué aux pharmaciens, le suivi d'un patient chronique, il peut y avoir des délégations de surveillance aux pharmaciens, mais à condition que le modèle économique de rémunération des médecins suive, parce que sinon ça ne peut pas marcher, et c'est ça qui bloque aujourd'hui. Mais par rapport au premier recours, ce qu'on peut appeler, nous, le pré-premier recours, parce que le premier recours a un statut particulier, c'est ce qu'on fait déjà. On prend en charge le rhume, on prend en charge la gastro, on donne des conseils sur telle et telle pathologie où le diagnostic n'est pas obligatoire et pas nécessaire. Est-ce qu'on a besoin d'autres médicaments où l'on pourrait prescrire, mais pas prescrire, c'est les conseiller et les mettre à disposition du patient. Enfin, la cystite, on vous la refuser. Oui, la cystite. Alors que parfois, c'est bien utile. Alors que, pour la femme. Mais oui, et moi je vois attention, on dérape vite. Et moi je vois des médecins aujourd'hui, et Jacques le sait très bien, quand on est organisé, ils préfèrent l'organiser avec le pharmacien, que le pharmacien puisse le faire, mais à condition qu'il soit informé et que l'on soit dans quelque chose qui soit pas une demande spontanée, non organisée. Donc ça, c'est le premier sujet, qui est le soin qui ne cite pas de diagnostic médical, qui dégage une partie des soins non programmés, qui désorganise les cabinets médicaux ou qui encombre les urgences. Comment on l'organise, comment on en fait un vrai parcours de soins, comment on donne l'information au médecin que ce patient est venu et qu'il a eu 2 épisodes de toux en 2 mois, ce qui va l'intéresser lui pour son diagnostic et son exploration, parce que ce patient revient, parce qu'il n'est toujours pas guéri et que la pathologie nécessite notre exploration. Donc ça, c'est important. Après, c'est le suivi des patients chroniques et des personnes âgées. Est-ce qu'à un certain moment, le modèle économique aujourd'hui de 25 € la consultation ne peut pas évoluer pour dire « Ok, je préfère que tu me le surveilles pour sa tension », que ce soit le pharmacien ou éventuellement l'infirmier s'il est à domicile, parce qu'il peut être aussi quelqu'un qui va surveiller, mais dans le cadre d'un protocole de soins, d'une coordination organisée, ce qui permet de dire « Ben oui, le traitement est pour 6 mois, mais ce n'est pas 6 mois sans contrôle ». Et il faut que sa tension soit stabilisée. Donc là, il y a une recherche de coordination qui est très concrète. On a bien compris que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une évolution des rémunérations. Alors, est-ce que les médecins sont prêts? Et est-ce que aussi l'assurance maladie est prête? Jean-Marc Aubert va sortir un rapport la semaine prochaine sur les rémunérations. Est-ce que vous pensez qu'on peut avancer? Parce que c'est vrai que ça modifie l'ensemble de l'organisation du système de soins. Et juste avant que vous répondiez, je voulais simplement, pour ne pas oublier, est-ce que les pharmaciens, vous êtes prêts, c'est-à-dire physiquement? Moi, je me souviens de tous ces débats pour faire de vraies consultations, puisque vous demandez des consultations. Non, c'est... Est-ce que dans votre pharmacie, l'espace réservé, etc., est-ce que tout ça est réglé? Alors oui, on est prêt. C'est pas des consultations, c'est pas de diagnostic, c'est de l'entretien pharmaceutique, c'est de l'accompagnement. Oui, non, mais je me méfie parce que les mots ont leur importance et parfois un mot mal employé bloque. Mais vous avez effectivement à être peut-être vigilant, pas moi. Pour moi, c'est une consultation. Mais, en tout cas, on est prêt et on a organisé des pharmacies avec des espaces de confidentialité qui vont être équipés d'outils de télésanté. Oui, dans la plupart des pharmacies, en tout cas ceux qui s'investissent sur les bilans de médication, sur les entretiens, sur la vaccination, tout ça ne peut se faire que dans des espaces... Alors Jacques Battistoni, est-ce que vous pensez qu'on évolue quand même, du point de vue de l'assurance maladie et aussi des professionnels de santé? Il y a un élément important dans la négociation qui s'est ouverte la semaine dernière, qui a
peut-être pas été pointé avec autant d'importance que ça le mérite, c'est le fait qu'il y a les équipes de soins primaires qui sont effectivement dans le cadre de la négociation et qu'on va valoriser dans cette négociation. C'était pas gagné au début. Au début, on disait on va négocier uniquement sur les communautés professionnelles territoriales. Les équipes de soins primaires, c'est ces éléments de base qui constituent la CPTS, qui se regroupent, qui sont des éléments beaucoup plus locaux, je dirais, restreints, qui réunissent le médecin, le pharmacien, l'infirmière, enfin quelques médecins, quelques pharmaciens, quelques infirmières qui décident comment, ensemble, ils prennent en charge les patients, qui font effectivement, ce qui est parfois un grand mot pour les professionnels, mais un protocole, effectivement, pour prendre en charge la cystite dont on parlait tout à l'heure. Ce qui a fâché les médecins dans l'histoire récente, là, c'est que ça soit la loi qui décide à notre place. Quand des amendements à la loi de santé, au PLFSS, disent la coopération entre professionnels, ça se fait de telle façon, c'est pas étonnant que les médecins ne soient pas très contents, effectivement. C'est aux équipes de soins sur le terrain de décider entre elles comment elles s'organisent pour prendre en charge les patients. Oui, mais si on parle d'évolution... Excusez-moi, si la on parle... loi doit suivre, mais c'est pas la loi qui décide. La loi, certes, mais l'évolution des rémunérations, il faut bien qu'il y ait un règlement de l'assurance maladie. Est-ce que l'assurance maladie est prête à revoir ça, à avancer dans cette direction ? Alors, moi, j'attends très clairement que la négociation permette de valoriser le travail des professionnels, des équipes de soins primaires, qu'on leur donne, et que ça soit l'élément fondamental de la négociation, que les professionnels qui se réunissent entre eux soient indemnisés pour le temps qui passe. Parce que c'est bien de se rencontrer pour discuter, mais on ne le fait pas éternellement si on n'est jamais payé pour ça. Et ça, la CPTS va le permettre ? Oui, à travers les équipes de soins primaires qui ont été incluses dans la négociation. Alors, qui dit soins de proximité dit aussi télémédecine, parce que c'est des soins de proximité à distance, on pourrait dire. Alors, dans la loi, dans le projet de loi qui est sorti la semaine dernière, il y a une nouvelle notion qui est intervenue à côté de la télémédecine, il y a le télésoin. Et puis maintenant, vous avez négocié, pharmacien, avec l'assurance maladie aussi pour faire la télémédecine. Alors, quelle est votre vision sur la télémédecine ? Est-ce que ça avance ? Est-ce que ça s'organise ? Et Pascal va compléter ma question. Non, sur le télésoin, c'est un nouveau concept que l'on n'avait pas vu venir. Là, et qu'est-ce que c'est un télésoin ? C'est pour les pharmaciens, on dit. Non, le télésoin, c'est... Je commence par la télémédecine. Télémédecine, ça fait 7 ans qu'on est sur ce dossier. On dit s'il y a un endroit où il va y avoir un émetteur pour permettre à un patient d'être en contact avec un médecin à distance, c'est bien la pharmacie qui est un espace de santé réglementé et qui est à proximité des patients. Après, il faut avoir le récepteur, donc c'est bien sûr prioritairement le médecin traitant, puisque l'objectif c'est d'organiser sur le territoire et pas de désorganiser le territoire. Donc les plateformes en Angleterre, ce n'est pas dans le cadre de l'objectif que l'on a fixé avec l'assurance maladie et l'accord que l'on a avec Nicolas Revel pour équiper l'espace de confidentialité d'outils permettant à un patient d'avoir accès à son médecin à distance. Ça peut être le médecin traitant, mais ça peut être aussi les services hospitaliers. Vous suivez un patient en chimiothérapie orale, il y a un effet secondaire qui apparaît, une difficulté sur le traitement. C'est important pour ce patient de ne pas faire 150 km en VSL pour aller à l'hôpital. On voit bien l'intérêt de la télémédecine. D'accord. Donc vous êtes partant. Oui, on est partant, on a signé, on a convaincu Nicolas Revel que la pharmacie était mieux que la poste ou le hall de mairie pour équiper avec une cabine de télémédecine. C'est peut-être plus intéressant de le faire avec son pharmacien qui va conditionner le patient pour permettre d'avoir une consultation à distance efficace avec un médecin qui communique en disant prends-lui l'attention, prends-lui le truc parce que tiens, ça va pas du tout, il faudrait que tu refasses ce contrôle. Voilà, un vrai travail. C'est carrément une révolution, comme dirait Pascal, dans les officines, parce que déjà l'espace de confidentialité, bon, il n'est pas toujours forcément extraordinaire. Si en plus il y a de la télémédecine, là on va parler de ça. Vous êtes prêts, vraiment ? Enfin, vous y travaillez. Ça n'empêche pas quand même, parce que ici, par exemple, je sais qu'il y a des projets, notamment dans d'autres disciplines, les biologistes, les ophtalmos, etc. Ça n'empêche pas que d'autres projets, d'autres initiatives de télémédecine. Ça peut être aussi l'infirmière qui peut être à domicile avec d'autres outils, puisque là, c'est des outils portables où elle a besoin d'avoir un contact visuel avec un avis médical à distance. Voilà, tout ça. Donc elle viendra où ? À la pharmacie pour... Alors, non, elle peut être à domicile, mais à un moment, elle peut dire ça nécessite une téléconsultation. Je sais que la pharmacie est équipée, allez à la pharmacie et éventuellement... Tout ça va se mettre en place, je dirais. On verra bien qui gagne, qui organise. Pour l'instant, c'est assez modéré, les téléconsultations. Hein. Oui, parce qu'on démarre aujourd'hui l'équipement.
En pharmacie comme ailleurs. Voilà, il est inutile de s'équiper tant qu'on n'a pas organisé. Et c'est ça l'intérêt des CPTS. C'est-à-dire de dire à un certain moment, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la téléconsultation à distance? On a un territoire qui est très rural, avec parfois des difficultés de circulation. Comment on s'organise pour que, à la fois, on ait un outil compatible entre émetteur et récepteur? Comment on organise éventuellement avec l'hôpital qui peut lui aussi être équipé d'outils? D'accord. Gilles Bolfond, vous avez posé une question. Le télésoin, c'est quoi? Écoutez, télésoin, c'est un patient qui arrive dans une pharmacie, il y a besoin d'avoir un avis médical, à l'initiative là du patient et du pharmacien, de pouvoir suivre ce patient, avoir un avis médical à distance, sans être dans une coordination forcément, puisque là on est sur quelque chose qui n'est pas programmé. Quelqu'un qui en dehors du médecin traitant? Alors pas en dehors, c'est pas à l'initiative du médecin traitant, parce que là dans la téléconsultation, on l'organise avec le médecin traitant, parce qu'on ne veut surtout pas court-circuiter le médecin traitant parce qu'il y a un outil technique qui arrive et ce serait dramatique. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas programmé, qui nécessite d'avoir un avis. Et là, éventuellement, le médecin traitant est disponible, mais ça peut être un autre avis médical, parce que ça peut être de la dermato, parce que ça peut être de l'ophtalmo. Et on a besoin d'avoir un moment de guider ce patient pour savoir s'il doit se déplacer ou s'il peut y avoir une consultation à distance. Jacques Battistoni, votre point de vue, alors, oui, vous partagez... Je crois que je comprends le télésoin maintenant. En fait, c'est une Vous avez bien fait de venir, oui. Oui, j'ai bien fait de venir. En fait, c'est une forme de téléexpertise, c'est-à-dire que c'est pas forcément synchrone. Hein, la téléconsultation, c'est le patient est présent. À côté de lui, il y a éventuellement une infirmière, un pharmacien, et de l'autre côté, il y a un médecin. La téléexpertise, c'est le patient n'est pas présent. On a repéré la difficulté, on a collecté les renseignements, et après, on se retourne vers le professionnel pour lui demander son avis. Donc, je comprends les choses comme ça. Effectivement... Le télésoin, enfin, si on veut demander un avis d'ophtalmo, il faudrait encore que le patient soit là. Il y a un truc que je comprends pas. Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais ça se prête pas à tout. On voit bien que la téléconsultation... Si, puisqu'il a dit que le télésoin, il pouvait intervenir dans le télésoin. Pour l'ophtalmo. Il faut que vous soyez un tout petit peu plus clair. Oui, dans le télésoin, c'est pas que de la téléexpertise. Expliquez-nous bien. Non, ce n'est pas que de la téléexpertise. Donc Jacques Battistoni n'a pas bien compris. J'ai pas tout compris. Il faudra qu'il revienne. Non, sur le télésoin, d'abord ce qu'on a compris, parce qu'on a vu arriver ça dans le texte. Voilà, télésoin. Alors maintenant, il va falloir traduire ça par des décrets, par des arrêtés, on verra le contenu, etc. C'est de dire à un certain moment, il peut y avoir des situations où on peut suivre le patient à travers des outils de visio, sans obligatoirement être dans un parcours coordonné, parce que la chose qui s'est passée là n'était pas prévue, n'était pas programmée. Il peut y avoir un suivi d'une cicatrice. Alors, Jacques, ça me rappelle ce que disait ma grand-mère, le mieux est l'ennemi du bien. Mais Jacques Battistoni, sur la télémédecine, donc est-ce que c'est vraiment un outil pour faciliter l'accès aux soins, la coordination, etc. Ouais, c'est un outil dans une palette d'outils. On voit bien qu'on va s'organiser entre nous dans des équipes de soins primaires, comme je disais tout à l'heure, et puis suivant le territoire, parfois, effectivement, comme le disait Gilles, il y a une grande distance, donc ça va être intéressant pour nous d'organiser, grâce à l'infirmière, grâce au pharmacien, des consultations qui vont se faire à distance, qui vont être programmées et qui vont nous permettre de voir les choses. Pour nous, il y a un intérêt évident avec le maintien à domicile et avec les infirmières. Effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'envoie des photos sur notre smartphone, l'infirmière nous dit « qu'est-ce que tu en penses ?» et je lui réponds. Donc là, il y a des choses à faire de mieux. Donc laissons là encore les équipes se former, s'organiser, elles vont développer ça. Et sur la délégation de tâches, 78% des Français sont pour, et vous aussi. Dès lors que c'est dans le cadre d'une concertation et que ça n'est pas quelque chose qui nous est imposé par un amendement ou un projet de loi. Ce n'est pas à la loi de décider comment on fait les choses. Alors, avant de passer la parole à Renaud Degas pour les questions du public, on aimerait un dernier point, l'hôpital de proximité. Alors, 600 à l'horizon, 550 à 600 a proposé le HCAM, qui avait une vision un peu différente, ma foi, en 2022. Est-ce que vous êtes impliqué ? Les médecins généralistes, oui. Les pharmaciens, est-ce que ça va favoriser l'accès aux soins? Est-ce que ça va fluidifier tout ça? Éviter le recours à une expertise chère et loin? Comment vous voyez ça? Est-ce que c'est une bonne idée encore? Oui, et pour compléter, est-ce que ça dépendra de l'hôpital voisin, hein? Alors ça, on posera la question aux hospitaliers, peut-être. Oui. Je dis ça parce que je sais que Gérard Vincent est dans la salle. Ouais. Ou est-ce que ça dépendra? Est-ce que ce seront des médecins libéraux qui seront à la... Alors, bonne idée ou pas? Pas de chirurgie, a priori, dans l'hôpital de proximité. C'est une question capitale, hein, que vous
vous avez bien cerné le problème. Est-ce que ça va dépendre des soins de proximité ou est-ce que ça va dépendre de l'hôpital? Fondamentalement, c'est ça l'enjeu. Un petit regret aujourd'hui, et on va le redire notamment auprès du ministère, la concertation autour des hôpitaux de proximité, pour l'instant, on a été très très peu informés. On nous propose de venir maintenant, mais le texte de loi est déjà largement écrit, hein, même si les choses vont venir sous forme d'ordonnance. Donc on a une vraie demande. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'hôpital de proximité, c'est de pouvoir organiser une fluidité entre le médecin généraliste ambulatoire et sa possibilité d'intervenir dans cet hôpital. C'est la gouvernance des CPTS, effectivement, partagé, bien entendu, sur cet hôpital de proximité. Et c'est le fait aussi qu'on comprenne bien qu'un hôpital de proximité, ce sont des soins de premier recours. Ce ne sont pas des soins hyper spécialisés qui organisent les soins de premier recours. Oui, mais rien n'empêche à l'hôpital de proximité, et ce serait même mieux d'être en relation avec l'hôpital d'à côté, le centre hospitalier et le CHU quand même. Il faut un peu de coordination, de gradation et de groupe hospitalier de territoire. Bien entendu, mais la graduation ne veut pas dire la confusion. Si elle ne voulait pas que l'hôpital de proximité dépende du CHU, pour être clair. Quand vous reprenez le rapport du HCAM, le rapport du HCAM ne parlait pas d'hôpital de proximité, parlait d'établissement de santé communautaire de proximité, ESCP, et pas d'hôpital, et disait que ces établissements, je fais un lapsus, n'étaient pas dans le cadre des GHT. Donc là, il y a une discussion à avoir sur effectivement cette gouvernance et la place des professionnels. Lamine Garbi nous a dit ici qu'il comptait bien s'impliquer aussi dans ces structures-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Lamine Garbi de la FHP, oui, privée. Oui. Des cliniques privées, d'accord. Gilles Beaufond, alors les pharmaciens d'officine, ils vont aller dans les hôpitaux de proximité? Non, mais nous, on a besoin de travailler. Nous, on a besoin de prescripteurs. On a besoin de travailler, oui. Ça, on a besoin de travailler avec d'autres professionnels de santé, de prescripteurs, et d'avoir du temps médical sur des territoires. Ce qu'il ne faut pas à un certain moment, c'est qu'à une opportunité, et je vais le dire de façon un petit peu crue, l'hôpital a du mal à se détacher de ses patients. D'accord? Puisqu'il est payé à l'activité. Donc chaque fois qu'il perd de l'activité, il perd de l'argent. Donc là aussi, il y a un modèle économique à réinventer pour que les patients qui ne veulent pas aller à l'hôpital, parce qu'ils ne veulent pas continuer à aller à l'hôpital et passer du temps à l'hôpital, puissent être suivis en ville, en maintien à domicile, sans être obligés d'avoir un recours à l'hôpital. Donc il y a un modèle économique à réinventer et on ne va pas remettre des patients en disant il va sortir, mais je le remets en soins de suite, je le remets en suivi hospitalier. Ça ne peut pas fonctionner. Par contre, il peut y avoir un moment, un outil organisé avec un établissement qui permet de répondre à certains besoins sur des territoires, sur des soins qui ne sont pas des soins de second ou de troisième recours très spécialisés. Renaud Degas, question relevée sur #contrepoint de la santé. Oui, merci Philippe. En tout cas, c'est vrai que cette question-là suscite, c'est un des débats qui suscite le plus de questions sur Twitter, avec forcément on est au début du processus, donc beaucoup d'interrogations. Je vais essayer de synthétiser. Il y a une première question autour de du fait d'embarquer toutes les professions au sein des CPTS. On sent bien dans le débat et dans les différents échanges entre professionnels qui se dessine un triptyque médecin, pharmacien, infirmier. Ça a l'air d'être assez acté, assez logique. Par contre, tous les autres, comment peuvent-ils se sentir embarqués si on parle uniquement du triptyque médecin, pharmacien, infirmier? Donc une grande question sur l'ensemble des professionnels de santé sur le territoire. Et une question qui va avec, on entend de ci de là beaucoup de pionniers des CPTS ou des réseaux et autres qui disent oui, tant qu'on reste sur le plan local, tout va bien entre nous. Dès qu'on passe au plan national, c'est le bazar, les syndicats professionnels se tirent dans les pattes et on n'arrive plus à avancer. Voilà, tu vois, cette défiance vis-à-vis du national pour être capable de dépasser les clivages entre professions. Point d'interrogation. C'est peut-être la période qui veut un peu ça. Non, mais ça c'est vieux, cette défiance-là, je pense. Et puis, il y a aussi la question de dire est-ce que la CPTS va être enfin le lieu rendant possible tout ce qui est protocolisation, délégation de tâches entre professionnels. Vous avez commencé à y répondre, mais je pense que c'est une vraie question sur la mise en place. Il y a une question sur la forme juridique.
en disant que la forme juridique, c'est quand même peut-être la clé du succès. Et on vous propose les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Voilà, je pense que la boîte à idées est ouverte. Ensuite, une question aussi sur, c'est lié d'ailleurs à l'histoire de la performance, comment évaluer le succès des CPTS. Voilà, comment vous avez parlé de la création, vous avez parlé de la gouvernance, mais comment on dit un jour ça marche pas, et comment modifier. Et enfin, vous avez commencé là aussi à y répondre, les relations avec les hospitaliers. Est-ce que c'est la CPTS qui va parler aux hospitaliers? Est-ce que les hospitaliers vont être dans la CPTS? Voilà, autant de questions, puisque en théorie, si on lit les premiers textes sur les CPTS, c'est ouvert à tous, y compris au médico-social d'ailleurs. Merci Renaud. Qu'est-ce qui fait, c'est ce que vous avez dit Jacques Battistoni dans vos vœux, qu'est-ce qui fait une CPTS sexy? Qu'est-ce qui vous exciterait dans une CPTS? Alors, rapidement, chacun répondez ça vous fait sourire, c'est déjà pas mal. Fédérer tous les professionnels, forme juridique, rapidement, pour qu'on ait une vision plus claire chacun. Moi, je vais dire mon expérience personnelle aussi. Ça fait longtemps que je suis dans un pôle de santé qui est un objet hybride à mi-chemin entre la maison de santé pluriprofessionnelle et une CPTS. À IF. C'est à IF, ouais. Et c'est en fait une petite CPTS avant l'heure. Et qu'est-ce qui fait que c'est sexy? C'est le plaisir d'être ensemble d'abord. Et c'est que c'est quand même drôlement plus agréable de travailler quand on connaît ses collègues, que ce soit des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, de pouvoir s'appeler, mais aussi effectivement, je reviens à la question, les kinés dont on a vraiment besoin. Il y a des tas de prises en charge autour notamment des pathologies rhumatologiques et des pathologies type lombalgie pour lesquelles la collaboration avec les kinés est extrêmement intéressante. Les orthophonistes aussi, c'est vraiment très intéressant. Les sages-femmes, la présence d'un psychologue également, qui n'est pas un professionnel de santé, au sein d'une communauté de territoire, c'est également quelqu'un qui va nous apporter beaucoup en termes de réflexion sur la façon dont on prend en charge le travail. Donc, ce qui les rend sexy, effectivement, c'est le plaisir de travailler ensemble. Oui, mais tout ne peut pas reposer sur la recherche du bonheur. Non, mais sans plaisanter. Non. Là, je suis tombé. Vous êtes lâché un peu. Oui, dans mon côté un petit peu. Non, mais il faut qu'il y ait une dynamique. Oui. Bon, voilà. Pardon. Moi, je voulais répondre très concrètement à toutes les questions. D'abord, la structure juridique souple. D'ailleurs, Nicolas Revel l'a dit clairement, il faut que ce soit souple, parce que si ça devient un truc administratif, un caca administratif, ça fait fuir tout le monde. Association ou coopérative? Oui, association, coopérative, ce qui ira le mieux à ceux qui l'organisent. Il n'y a pas un cadre rigide, fixé, imposé, parce que ça, c'est la pire des choses, c'est comme ça qu'on perd du temps et qu'à la sortie, les projets se cassent la figure. Deuxièmement, arrêter avec des problèmes de TVA, de machin, etc., où on nous casse les pieds. Ah ben les pharmaciens, vous êtes à la TVA, donc ça va être compliqué, etc. Il faut arrêter avec ça. Il faut régler le problème une bonne fois pour toutes avec Bercy, mais qu'on arrête de nous embêter. On est des professionnels de santé, et ce qui se passe dans la CPTS, c'est de la coordination, et la coordination, ça ne doit pas être soumis à la TVA, parce qu'il y en a un qui a une TVA, parce qu'il y a des médicaments à 2,1%. Parce que vous avez la TVA, et vous n'en avez pas. Voilà, alors ils sont là, c'est affreux, s'il y a des pharmaciens, tout le projet va être soumis à la TVA, donc il faut exclure les pharmaciens, enfin, voilà, ce genre de débat complètement stupide. Ensuite, il faut trouver les moyens d'emporter tout le monde. C'est-à-dire que moi, ce qui fera le succès des CPTS, c'est pas de l'avoir organisé, de l'avoir monté, c'est de simplement de dire à un certain moment, il y avait un projet là qui cassait les pieds à tout le monde, aux kinés, aux infirmiers, etc., aux médecins, aux pharmaciens, aux sages-femmes. On a un sujet là qui va nous permettre de nous organiser. Donc la sortie hospitalière me paraît être le sujet le plus fédérateur, parce que c'est celui qui est le plus désorganisé, où on a des patients fragiles qui sont à risque et qui mettent tout le monde sous tension, ou parce qu'il faut intervenir en urgence et changer sa tournée quand on est infirmier, parce que tout d'un coup, il y a un gars qui sort le vendredi et que personne ne l'avait programmé et que c'est une horreur, ou alors il retourne à l'hôpital, ou alors on s'organise. Le médecin qui n'est pas informé, le pharmacien qui court partout pour avoir les médicaments et le matériel médical. Donc là, il y a un sujet qui, et donc on l'a dit d'ailleurs Nicolas Revel à la première réunion, celui-là, priorité, comme les autres. Et le dernier point, est-ce que les hôpitaux doivent participer au CPTS? Est-ce qu'ils doivent être à l'intérieur avec le médico-social? Pas forcément. Mais par contre, sur les projets, évidemment. Donc, ils ne sont pas forcément dans la structure, mais ça veut dire que si on met en place un projet de territoire, il faut bien sûr
être en relation avec les hôpitaux, être en relation avec le médico-social, parce que ça nécessite un dialogue, une organisation. Et pourquoi il ne participerait pas à la structure si c'est plus efficace? Alors je le dis très court, c'est déjà compliqué de réunir l'ensemble des professionnels de santé. Si on doit avoir une discussion encore plus large, on verra dans un second temps si c'est utile qu'il soit dans la structure. Il y a une vraie relation avec l'hôpital. Oui, tout à fait. On est partenaires en fait, de la même façon que nous avons vocation à faire partie d'un conseil d'administration de l'hôpital pour représenter les besoins des professionnels de santé, dire à l'hôpital voilà ce que nous voulons. Nous ne prétendons pas évidemment gouverner l'hôpital. De la même façon, l'hôpital a vocation à nous dire voilà ce que nous aimerions avoir avec vous en collaboration comme partenaire. Mais à ce moment-là, ce qui manque beaucoup quand même, c'est la relation ville-hôpital. Donc est-ce que la CPTS, la question de Pascal, est-ce que la CPTS va résoudre ce problème? Oui, parce que quand je suis allé dans le 13e, effectivement, à Paris notamment, la relation, enfin le problème fondamental que l'on nous a présenté, c'était la relation avec la salpêtrière. Parce que la salpêtrière, c'est compliqué. Et la pitié d'ailleurs. Oui. Et la pitié. Mais là, on a plein de projets à faire avec l'hôpital, évidemment. On pourrait les décliner, ça prendrait beaucoup de temps. Mais comment faire en sorte le levier que ça avance réellement? Parce que les lettres de sortie d'hôpital, c'est un problème. La HAS a sorti une étude là-dessus, 20% simplement des patients. Il y a une loi qui s'appelle la loi santé, qui date de 10 ans, et qui est une loi basée sur le droit des malades. Et quand on rentre à l'hôpital, plus de 10 ans d'ailleurs. Ce qui est écrit dans la loi, d'ailleurs c'était l'UNEPS à l'époque qui avait porté cet amendement, c'est que l'hôpital doit recueillir le nom du médecin, le nom du pharmacien, le nom de l'infirmier, éventuellement le nom du kiné, pour que pendant le séjour hospitalier, on puisse contacter le professionnel de santé. Et pour nous, pour les médicaments, c'est extrêmement important parce que les pharmaciens à l'hôpital font la conciliation médicamenteuse, donc ils ont besoin d'avoir toute l'information. Et Gilles Bonnefond, ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas. Pourquoi ça va se faire aujourd'hui avec la CPTS? Alors justement, parce que quand on est sur un débat d'évolution du mode de rémunération de tout le monde, y compris de l'hôpital, et que l'on cherche à coordonner et à respecter le droit des malades, eh bien, quand il y a un texte de loi, il faut l'appliquer. Et donc, il peut y avoir des mécanismes. Non, mais il peut y avoir des mécanismes d'incitation financière, puisqu'il va y avoir de la souplesse sur l'incitation financière, pour dire, écoutez, si vous organisez mieux la sortie, eh bien, au niveau rémunération, il peut y avoir de l'incitation, comme nous, quand on se coordonne, il peut y avoir des mécanismes d'incitation. D'accord. Pascal, voulez-vous poser une question sur le numérique, Pascal? Oui, sur le numérique. Alors tout ça, on dit toujours, enfin dans tous les le numérique, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est le numérique qui va aider, le DP, le DMP, les plateformes patients, etc. Moi, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qu'on voit se développer de plus en plus dans différentes régions, le réseau social entre professionnels de santé. Nous avons besoin d'outils de communication avant tout. On a besoin de tuyaux, on a besoin de choses qui relient les professionnels les uns avec les autres. La CPTS, quand elle va se mettre en place, elle va se baser essentiellement sur deux choses. Du personnel de coordination, qui ne va pas être du personnel et des élus. On va quand même parler des assistants aussi. Et on va parler des assistants, mais là on est plus sur le médecin, enfin sur l'équipe. On a 5 minutes encore. Voilà, mais donc du personnel de coordination et des outils numériques. Et parmi ces outils numériques, la bibliothèque qu'est le DMP, elle existe, mais c'est un endroit où on stocke des choses, mais on a avant tout besoin de communiquer entre nous très rapidement, très facilement. Aujourd'hui, on communique très facilement à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde avec des réseaux sociaux. Nous avons besoin d'un réseau social entre professionnels de santé. Ça n'est pas de la science-fiction, ça existe dans plusieurs régions. Jacques droit de suite. Nicolas Revel, ici, à votre place, nous a dit que le DMP, ça va marcher du feu de Dieu. Ça marche ? Là, où est-ce qu'on en est là? Non mais faites le point là, faites le point en une seconde. Ça démarre. Moi, ce qui est important, c'est Jacques. Non, mais Gilles Bonnefond, c'est pas à vous de répondre. Vous, le DP, ça marche très très bien. Le DMP, les médecins n'y vont pas, faut le dire. Non, on ouvre. Ça marche pas. Aujourd'hui, ça marche sauf chez les médecins. On ouvre des DMP. Vous l'avez ouvert votre Bien sûr, bien sûr. Oui, mais aujourd'hui, ça n'est pas un outil pour les professionnels. L'outil pour les professionnels, c'est créer les tuyaux qui permettront de communiquer entre eux et après. Parmi les éléments de leur communication, vous pouvez aller voir dans le DMP, il y a telle chose. Mais si c'est un outil pour le patient, est-ce que c'est pas aussi un outil pour le professionnel quand même? Il faudrait interroger la salle. Non, mais il y a deux choses. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre la bibliothèque, qui est le stockage des données du patient. C'est utile pour le professionnel ou pas? C'est utile pour le professionnel, c'est utile pour le patient. Ça permet d'éviter des examens redondants. Ça permet d'avoir accès immédiatement à une radio plutôt que d'en refaire une autre parce qu'elle est disponible, etc. Donc c'est une bibliothèque. Le tout, c'est qu'elle soit bien organisée et disponible. Donc nous, ça nous va bien parce qu'on a besoin aussi, quand on travaille en coordination, de partager la même information que le médecin et que l'infirmier. Mais après, il faut tirer les leçons des 5
territoires de santé numérique qui ont expérimenté toute une série d'organisations. Ce bilan n'a pas été fait. Il faut prendre le bon et mettre en place ce que disait Jacques, des messageries. Ce bilan n'a pas été fait parce qu'il n'est pas faisable. Il faut passer un peu à autre chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il va faire M. Pont, là, qui a été nommé justement. Pascal, il nous reste 2 minutes. Mais nous, en tout cas, la coordination, elle ne pourra se faire que si on met en place des outils permettant de communiquer de façon sécurisée et traçable les informations qui passent entre l'infirmier, le médecin et le pharmacien, parce que ça fait gagner du temps et ça permet d'être beaucoup plus réactif quand on est au chevet du malade. Merci Jacques Baptiste. Pourquoi les médecins ne jouent pas le jeu du DMP? Alors, je voulais répondre à la question. Répondez aux deux. Aux deux. Monsieur Pont, qu'est-ce qu'il va faire? Je lui ai demandé. Il m'a dit, je vais mettre en place un espace de santé numérique pour les patients. Et c'est quelque chose qui nous paraît extrêmement intéressant. C'est dans le projet de loi de santé du gouvernement. Sur ce point-là, nous sommes effectivement très d'accord. Et il a dit, et en miroir de cet espace de santé numérique pour les patients, il y a un espace de santé numérique pour les professionnels aussi, dans lequel le DMP a sa place, et là j'y reviens, mais aussi qui est un espace où il va pouvoir communiquer, recevoir, faire du push et du pull, vous savez, hein, des informations, des notifications des professionnels, du pharmacien qui lui dit, dis donc, est-ce que tu pourrais me refaire l'ordonnance ou ci ou ça. Donc on a quelque part quelque chose qui va se mettre en place à travers cet espace numérique professionnel. Et le DMP est un des éléments dans cette espace. Mais est-ce que vous pensez que les médecins vont jouer le jeu? Parce que 4% des DMP ont été ouverts par les médecins, la majorité par les pharmaciens. Bon, ils ont 1 euro par ouverture de DMP, ce qui n'est pas beaucoup, mais avec le volume, ça peut faire plus. 4%, je crois. Hein, donc, oui, et après, c'est le médecin qui va enrichir, qui va faire vivre le DMP. Pourquoi est-ce que le médecin, aujourd'hui, il n'utilise pas le DMP? Parce qu'il a un logiciel de gestion de son cabinet, qui est son outil de travail de tous les jours. Et qu'aujourd'hui, il travaille avec. Et il a tous les éléments qui sont dedans. Donc, il n'a pas besoin du DMP, sauf dans des cas particuliers de situation d'urgence. Le DMP va être un échec, alors? Pas forcément. Hein, mais aujourd'hui, il n'en a pas besoin. Donc, il faut qu'il en ait besoin. Vous en parlez avec M. Revel, excusez-nous là. Bah oui, et alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il est optimiste là-dessus il a la puissance de l'assurance maladie derrière lui. Il a la capacité à inciter il a des outils conventionnels pour pousser les professionnels à le faire. On le voit bien à travers les pharmaciens. Donc, il fait ouvrir des dossiers. Mais l'enjeu pour lui, c'est que ce DMP serve à quelque chose. Oui, vous avez compris que M. Pont va supprimer les frontières. Il porte bien son nom. Hein, il va créer des ponts entre professionnels. Et des viaducs. Mais, alors, non, mais pour finir sur le DMP, qui est quand même assez fondamental, vous dites, qu'est-ce qui va faire que les médecins, c'est vrai, ont leur logiciel métier, ils ne vont pas sur le DMP, et s'ils ne vont pas, ça ne servira à rien. Aujourd'hui, moi, l'idée pour moi, c'est d'alimenter le DMP. Donc, ça veut dire que quand j'utilise mon logiciel tous les jours, je note ma consultation, je note des décisions, j'ai quelques éléments qui m'arrivent, il faut que je clique à chaque fois pour dire cet élément, il me paraît pertinent pour le mettre sur le DMP. Aujourd'hui, je n'ai pas un besoin du DMP. Voilà, c'est ça la problématique. Quand j'aurai besoin... Il faut que tout ça soit automatique, c'est ça vous le dire? Oui, mais c'est relativement facile à faire. Mais j'en ai pas besoin pour travailler aujourd'hui. Et donc, quand on en aura besoin, quand il sera intégré dans un espace, je pense qu'à ce moment-là, on va l'utiliser. D'accord, donc c'est pas gagné. On reverra. Ouais, et on n'a pas parlé des assistants, on a encore 30 secondes. Alors, les assistants médicaux, Philippe? Alors, les assistants médicaux, non, mais... vous voulez 50 000 ou 100 000 euros par assistant ça, c'est une... Comment ça va se passer? 40 000. Grâce à nos confrères du Généraliste, excellent journal. Pascal, c'est ce que souhaitait la profession. On vous les offre, entre guillemets. Donc là aussi, c'est quand même une révolution. C'est très pratique, concret. Est-ce que ça va vraiment permettre de faciliter l'accès aux soins? Notre idée de départ, c'est... Le généraliste dit 50 000 euros. Hein. Oui, c'est 40 à 50 000. Ça dépend effectivement quel est le niveau de qualification. Mais en gros, c'est ça. Alors, est-ce que ça va là aussi faire un progrès important? Ouais. Notre idée, notre point de départ, c'est de dire dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de territoires, il va se passer des problématiques liées au départ de médecins en retraite. Et donc, quand un médecin part en retraite, que ses confrères se retrouvent, ils étaient 4, ils se retrouvent 2, comment vont-ils faire? Et donc, l'assistant médical est un des moyens, parmi d'autres, parmi l'équipe de soins primaires aussi, qui permet de répondre aux besoins de santé, qui permet de prendre en charge une population plus importante. Donc, c'est vraiment d'abord pour ça qu'on a pensé que c'était nécessaire de le mettre en place. C'est pratiquement une solution de secours pour pallier au déficit
programmé. On sait qu'on va baisser en termes de démographie. Alors Donc, c'est il faut qu'on justement trouve des solutions. un peu la conclusion. Tout ça, c'est bien beau, tout ce dont on a parlé pendant une heure. Mais à partir du moment où le nombre de médecins généralistes qui exercent diminue depuis 10 ans, il va diminuer encore jusqu'à 2024, au mieux, j'allais dire, peut-être encore un peu plus. Est-ce que tout ça, c'est pas un peu cotère sur jambe de bois? Et ce sont les mots de conclusion. Aujourd'hui, un médecin généraliste soigne une patientèle de 1000 à 1500 patients médecins traitants. Dans d'autres pays qui sont organisés, ils soignent une patientèle de 2000, voire plus patients médecins traitants. Donc on voit bien que c'est possible avec de l'organisation, c'est possible avec une équipe de soins, c'est possible avec des assistants. Aujourd'hui, le médecin généraliste français, il est tout seul. Mettons-le au centre d'une équipe, nous sommes capables de prendre en charge cette population. Et si vous déléguez un peu aux pharmaciens? Dans le cadre d'une équipe. Oui, c'est-à-dire que nous, les assistants, on n'a pas hurlé, au contraire. Si ça dégage du temps médical et ça permet à des patients d'avoir accès à un médecin traitant, ça nous va très bien, parce qu'aujourd'hui, le plus terrible, c'est quand vous avez des patients qui viennent de la pharmacie, trouvez-moi un médecin traitant, appelez, on passe notre temps à téléphoner pour essayer de trouver un médecin traitant. C'est des situations difficiles, et je vous dis, les médecins traitants le vivent très mal sur les territoires. Donc il faut trouver une solution par rapport à ça, mais dans l'organisation, il peut y avoir effectivement une organisation avec des délégations, mais qui sont organisées, qui sont proposées à travers des territoires. Il peut y avoir sur le premier recours un allègement de certaines pathologies qui nécessitent du temps médical et qui ne nécessitent pas forcément un diagnostic. Donc il y a ce travail à faire, parce que la réponse, elle ne sera pas unique. Assistant médical, c'est la solution. C'est un des éléments qui va permettre de dégager du temps, mais une meilleure organisation, en plus, permettra à des médecins d'avoir du temps médical dégagé, d'avoir un temps également d'organisation de leur vie familiale correcte. Merci. Révolution ou pas là? Oui, alors manifestement. Mais tout ça me rappelle une chose, c'est que le tout est plus grand que la somme des parties. C'est ça que vous avez voulu nous dire ce matin. Et que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers. Alors, nous y sommes. Merci messieurs. Merci messieurs. Merci à nos partenaires, BVA, Carte Blanche, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. Et rendez-vous le mois prochain avec Madame Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sera notre prochaine invitée. Ce que l'on ne peut éviter, il faut le vouloir, Philippe. Madame Vidal. Machiavel, merci, bon retour.